l'informatique, on va apprendre à conduire, et puis on va apprendre un métier. Tout ça, ce sont des programmes. Et en fait, on pourrait remplacer le mot programme par expérience, apprentissage, éducation, habitude, etc. Et il y a aussi dans nos programmes nos façons de nous comporter, de nous exprimer. Parce qu'on fabrique en fait des programmes comportementaux et linguistiques pour se faire aimer, pour se faire comprendre, pour se faire respecter aussi des fois, etc., etc. Et en PNL, en fait, on ne va pas dire qu'il y a de bons ou de mauvais programmes. C'est qu'à un moment donné, on va se poser la question, et c'est là qu'intervient un peu la notion de développement personnel. On va se poser la question de savoir est-ce que des programmes, la façon de penser, les façons d'agir, etc., sont bien adaptés pour répondre à mes besoins, à mes souhaits, à ce qui me permettent de bien atteindre mes buts, mes objectifs. Et puis également, est-ce qu'ils me permettent d'avoir des bonnes relations avec mon entourage et avec les autres en général. Et il y a aussi dans nos programmes, du coup, il y a nos croyances, ce que je crois sur moi, sur les autres, ce que je crois sur la vie, ce que je crois sur le monde. Et ça, des fois, on peut dire qu'il y a aussi des croyances aidantes ou des croyances limitantes. Si par exemple, je dois bricoler et puis que je me dis que je ne suis pas capable de planter un clou, il est bien évident que ma façon d'appréhender le bricolage ne va pas vraiment m'aider à commencer à bricoler. De même que si je me dis que je suis nul en mathématiques, pour apprendre les maths, je vais avoir déjà plus de difficultés que si je l'aborde autrement. Donc en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais programme. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'en fait, nous sommes tous, mais vraiment tous uniques, puisque chacun d'entre nous se fabrique ses programmes et se crée sa réalité en fonction en fait de notre éducation, de nos apprentissages et de nos habitudes. Alors comment est-ce que l'on se fabrique chacun d'entre nous cette réalité? Comment est-ce que l'on code nos programmes? Je vais vous parler un petit peu du cerveau, puisqu'on en arrive à la seconde notion qui est la notion neuro, comme neurologie, tout ce qui a trait au système nerveux, et donc particulièrement au cerveau. Alors il a été déterminé par les neurosciences, notamment par l'intermédiaire de Jacques Fradin, qui est un médecin-chercheur qui a étudié pendant 25 ans le fonctionnement du cerveau. Ils ont défini qu'en fait, il y avait 4 zones de décision principales dans notre cerveau. Ces zones sont les suivantes. Donc, nous avons d'abord le cerveau reptilien, qui est en fait le cerveau de la survie, le cerveau réflexe. C'est le premier cerveau qu'ont eu les premiers animaux vivants sur cette terre. C'est cette partie du cerveau qui fait en fait que lorsque je suis face à une situation de péril, je suis en grand danger, qu'est-ce que je vais faire a priori? Soit je vais prendre la fuite, soit je vais me mettre en lutte, ou bien soit je vais être complètement inhibé, enfermé, parce que je vais être paralysé en fait de peur. Et ce cerveau reptilien, c'est celui aussi qui gère toutes les fonctions vitales de l'organisme, donc il est dans notre inconscient, on ne peut rien faire là-dessus. Ensuite, nous avons une deuxième partie du cerveau, qui est le cerveau néolimbique, qui, cette partie du cerveau, en fait, concerne la survie du groupe. C'est-à-dire, c'est ici qu'on retrouve les positions grégaires qui font que pour qu'un groupe fonctionne bien, en fait, on retrouve un dominant, on retrouve un ou plusieurs dominés, et puis sur l'autre axe, on retrouve ce qu'on appelle un marginal, ou bien un axial, qui lui, en fait, s'entend un peu avec tout le monde. Alors ça, c'est toujours aussi du domaine de l'inconscient, et on peut se retrouver tour à tour dominant ou dominé, on peut être dominant au travail, dominé à la maison, et puis on peut être un axial pour ses amis, et puis on peut être aussi un marginal par rapport à ses voisins, et vice-versa. Donc ça, on ne le gère pas, c'est comme ça, c'est dans l'inconscient. Ensuite, le cerveau a évolué, et on est passé au paléolimbique. Paléolimbique. Alors cette partie du cerveau va nous intéresser plus particulièrement en PNL. Pourquoi? Parce que c'est une zone du cerveau qui naît vierge à la naissance, qui
qui est composé donc de milliards de cellules qui n'attendent qu'à être programmées. Et c'est ici, en fait, que l'on va enregistrer l'ensemble de nos expériences, de nos apprentissages, etc. Et comment est-ce que l'on va enregistrer, comment on va coder toutes ces informations? C'est par l'intermédiaire de ce que l'on appelle en PNL le VACOG. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. En fait, ce sont nos 5 sens. C'est le sens de la vue, qui vous permet de vous voir ce soir, le sens de l'audition, qui vous permet de m'entendre, le sens kinesthésique, qui est non seulement le sens du toucher, mais qui est aussi le sens du ressenti. Vous avez le sens olfactif, donc qui vous permet de sentir les arômes, et puis le sens gustatif, qui nous permet bien sûr d'apprécier tout ce qui passe au travers de notre bouche. Alors comment tout ça est enregistré et codé? Imaginons par exemple que je vais pour la première fois dans un restaurant, je vais pousser la porte, et puis je vais regarder, je vais prendre un petit peu la température, comme on dit, je vais regarder ce qui se passe, et puis peut-être je vais entendre une musique d'ambiance, etc. Et puis ensuite, je vais peut-être sentir des odeurs de cuisine, et puis ensuite, je vais commander mon plat, et puis je vais goûter, etc. Et à la fin du repas, en fait, il se sera produit ce que l'on appelle un ancrage émotionnel, qui fera que soit j'ai été pleinement satisfait, soit pas du tout, selon comment étaient les plats, l'ambiance, etc. Toujours est-il que cette expérience, je l'aurai codée à travers mes 5 sens. Et ce qui fait qu'à l'issue de ce dîner, par exemple, si quelques mois après on me parle de ce restaurant, c'est ce qui me fera dire « Oui, ce restaurant, il est excellent, c'est super, il y a une bonne ambiance, etc. » Je m'en souviendrai, bien sûr. Et plus, en fait, nos sens, lors d'une expérience, sont sollicités, et plus on se souviendra longtemps de cette expérience. Si on prend, par exemple, le 11 septembre 2001, ce qui a pu se passer... on se rappelle pratiquement tous de ce qu'on faisait ce jour-ci quand on a appris l'information. Pourquoi? Parce qu'on a vu des images qui étaient terribles, qui ont vraiment éveillé tous nos sens. Même si on l'a vu qu'à travers la télé, on a eu des images, on a eu la vue, on a eu l'audition, on a entendu les gens hurler, etc. Et c'est quelque chose qui nous a vraiment émus. Donc on a eu un gros ancrage émotionnel à ce niveau-là. Donc dans ce paléolimbique, on retrouve donc toutes nos expériences, nos habitudes, nos apprentissages, etc. Et on retrouve également aussi notre système de valeurs. Nos valeurs, qu'est-ce que c'est? Par exemple, le respect. Le respect, on n'est pas né avec le respect, dire merci, bonjour, au revoir, s'il vous plaît, etc. C'est arrivé après, on nous l'a appris. Et en fait, les valeurs, c'est un petit peu aussi subjectif. Parce que les valeurs, il y en a beaucoup, on a pratiquement tous les mêmes. On a l'amour, on a le travail, on a la famille, on a l'amitié, la fraternité, etc. Mais chacune de ces valeurs n'a pas forcément la même importance pour chacun d'entre nous. Et puis, elles sont classées dans un ordre différent selon notre évolution, notre façon d'être. Il est vrai que quand on est ado, la valeur travail, on l'a peut-être pas trop, alors que quand on est adulte, la valeur travail, elle devient plus importante. De même que si, par exemple, on parle du respect, et qu'on me demande qu'est-ce que c'est le respect pour toi, moi, peut-être que je veux dire, moi, le respect, c'est quand on commence une réunion à l'heure prévue. Et puis peut-être mon collègue va me dire, non. Le respect, c'est de commencer une réunion quand tout le monde sera présent. Vous comprenez? Donc c'est très, très subjectif. Et alors, au-dessus de ce cerveau-là, nous retrouvons le préfrontal, ou le cortex. Alors là, on rentre dans le domaine de l'inconscient, c'est le subconscient en fait ici. Le préfrontal, lui, il fonctionne un petit peu comme un observateur. Il voit absolument tout ce qui se passe en dessous, mais en général, on ne sollicite pas. Et pourtant, c'est ici que l'on peut résoudre des opérations complexes, que l'on peut élaborer des stratégies, et que l'on peut trouver des réponses auxquelles on ne s'attend pas du tout, parce que c'est ici que sont enregistrés tout ce qu'on ne peut pas enregistrer là, parce qu'il faut savoir qu'en fait, dans notre paléolimbique, on peut enregistrer qu'entre 7 et 9 informations en simultané, si vous voulez, à l'instant T, et tout le reste, ça part directement dans l'inconscient. C'est pour ça que, par exemple, quand on est sous hypnose,
on arrive à retrouver des détails que l'on ne pouvait même pas soupçonner. Parce qu'en fait, le cerveau est fait pour enregistrer, je vais vous parler en bits informatiques, on capte environ 5 milliards de bits informatiques d'informations à la seconde, et on n'en retient que 2000. Donc c'est vraiment ridicule. Et tout le reste se trouve ici stocké. C'est la raison pour laquelle on peut trouver beaucoup de solutions en sachant faire travailler ce préfrontal. Alors qu'ici, dans notre paléo limbique, c'est ce qui fait nos habitudes, en fait, et on a tendance, quand on est face à une nouvelle situation, eh ben, à rechercher ce que l'on fait déjà, ce que l'on a toujours déjà fait, et ce qu'on en a fait bien en général, parce que lui, il fonctionne de façon à ça j'aime pas, ça a marché, ça marche pas, je ne veux plus en entendre parler. Donc c'est un fidèle serviteur pour tout ce qui a fonctionné, mais dès qu'on est face à des événements nouveaux, eh ben, il y a comme un bug, si l'on peut dire. Et lorsqu'il y a un bug, si je suis face, par exemple, si on me demande de parler en public pour la première fois et que je ne m'y attendais pas, et que je dois prendre la parole, je vais être stressé, bien entendu. Et qu'est-ce qui va faire que je vais être stressé? Parce qu'en fait, le préfrontal voit qu'il y a une incohérence, que j'ai bugué, que je ne trouve pas de solution, que je ne sais pas comment faire, et il va envoyer un signal au reptilien, qui, le reptilien, va me déclencher un stress. Et dans la mesure où je ne suis plus un reptile, je ne vais pas prendre la fuite, je ne vais pas être paralysé, et je ne vais pas me battre, ça va se transformer comment? Eh bien, soit je vais être agité, je vais me mettre à transpirer, à suer, etc. Si je devais prendre la fuite, si par exemple, j'ai dit, il y a la fuite, la lutte, ben, je ne vais pas lutter non plus, alors je vais peut-être me mettre en colère contre moi-même ou contre les autres. Et puis l'inhibition va se transformer peut-être en tristesse. Alors tout ça pour dire qu'en PNL, on va beaucoup travailler au niveau du limbique ici, pour mettre de la conscience sur nos habitudes, donc sur nos programmes, de voir tout ce qui marche et qui marche bien, et donc continuer à l'utiliser pour des situations nouvelles, par exemple, et puis également regarder ce qui ne marche peut-être plus, ou qui ne fonctionne plus tout à fait bien dans des nouvelles situations, que ce soit dans le domaine relationnel, etc., notre façon de communiquer, nos façons de faire, nos façons d'agir. D'accord? Voilà donc comment fonctionne notre cerveau, comment on codifie les informations. Ensuite, donc, nous avons la partie linguistique. Alors, la partie linguistique dans la PNL, c'est donc tout ce qui a trait au langage. Il y a donc 3 formes de langage. Il y a le langage verbal. Ce sont les mots que je prononce, les phrases que je fais. Nous avons le non-verbal. Non-verbal, ce sont des gestes, des postures, des attitudes. Et puis nous avons le paraverbal. Le paraverbal, eh bien, c'est le ton de ma voix, le débit de ma voix si je parle plus ou moins vite, et puis le volume de ma voix si je parle plus ou moins fort. Alors comme on travaille beaucoup la communication en PNL, on va énormément travailler sur le non-verbal et le paraverbal. Pourquoi? Pour justement mieux se faire comprendre, mieux comprendre les autres, parce qu'à travers le non-verbal et le paraverbal, on ne peut pas ne pas communiquer de toute façon. Donc, que je vous parle ou que je ne vous parle pas, je communique. Si je me tourne comme ça, je communique. Je vous dis que j'ai envie de vous parler. Même si je n'ai pas prononcé un mot. Donc, en fait, que l'on parle ou pas, on communique. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on communique par courrier, par exemple, ou par mail, finalement, on ne livre qu'une partie de notre message. Pourquoi? Parce qu'en fait, le langage verbal représente entre 7 et 8% de l'ensemble de ma communication. Le langage non verbal, lui, représente 55% de ma communication.
Et le langage paraverbal, lui, représente donc entre 37 et 38% de ma communication. Donc une personne en face de vous, lorsqu'elle communique, qu'elle parle ou qu'elle parle pas, elle vous délivre un message. En fait, elle vous fait le cadeau de l'intégralité de son être, de sa personne. Elle vous dévoile en fait ses façons de penser, ses façons d'agir. Elle vous dévoile ses programmes en réalité. Donc ça permet vraiment, en travaillant verbal, non-verbal, et bien sûr on travaille aussi un petit peu le verbal, en PNL, vraiment de découvrir la personne en face. Et d'ailleurs la PNL prône vraiment la découverte de l'autre, la curiosité envers l'autre, plutôt que le jugement de l'autre. Voilà pour le verbal, non-verbal, paraverbal. Alors ensuite, je vais vous parler un petit peu de l'historique de la PNL. Moi, c'est quoi les pourcentages qui restent? En fait, ça ne doit pas 5%. Si, ça doit, si je compte bien, ça doit être ça. Non, c'est moi, ne vous inquiétez pas, je suis très mauvaise en fait. Attention, le jugement. Oui. La preuve. Alors, comment est née la PNL? Elle est née dans les années 70. Alors, c'était à l'époque du grand boom informatique aussi. C'est un peu pour ça qu'il y a la notion de programmation dans PNL. Et elle est née de deux chercheurs américains. Un qui s'appelait Richard Bandler et l'autre s'appelait John Grinder. Alors Richard Bandler, c'était un informaticien spécialisé dans la communication. John Grinder, lui, était psychologue, spécialiste dans la linguistique. Et ces deux messieurs, un jour, ont décidé de travailler sur le fait de savoir comment des gens qui excellaient dans leur domaine d'activité faisaient pour pratiquement tout réussir. Et donc, ils sont allés étudier des chefs d'entreprise, des hommes politiques, des gens dans l'éducation, des sportifs, etc. En fait, dans tous les domaines d'activité, ils ont étudié la réussite, si on peut dire. Et puis, ils se sont dit, tiens, à l'issue de nos travaux, on a remarqué une chose qui était quand même commune à tous ces gens-là, qui n'avait rien à voir forcément avec leur métier en particulier, mais c'est que tous ces gens avaient une façon pratiquement identique de voir positivement les choses, une façon d'analyser et de définir leurs objectifs qui était très particulière, et puis surtout ils avaient une façon de converser avec les autres dans le relationnel, d'avoir une ouverture d'esprit et une curiosité qui faisait que justement ils n'étaient pas dans le jugement non plus des autres. Et donc, pour faire ils ont décidé ensuite de faire une méthode, en fait, une méthode de développement personnel au début, et ils ont décidé d'aller travailler avec 3 psychothérapeutes très réputés à l'époque, et qui avaient aussi de très bons résultats. Il s'agit de M. Milton Erickson, qui est donc l'inventeur de l'hypnose ericksonienne. D'ailleurs, quand on fait de l'hypnose, on fait de la PNL. Quand on fait de la PNL, on fait aussi de l'hypnose. Ensuite, ils ont travaillé aussi longtemps avec Virginia Satir, qui elle était spécialisée dans les thérapies familiales et les thérapies de groupe. Et puis ensuite, ils ont travaillé avec un psychiatre qui s'appelait Fritz Perls, qui lui a inventé la Gestalt-thérapie, qui est une thérapie basée sur l'empathie et sur le relationnel, en fait. Et donc, à l'issue de leurs travaux, qui ont duré plusieurs années, ils ont inventé la méthode de la PNL, qui est donc une méthode qui consiste en différents outils, différentes techniques, qui permettent d'une part d'apprendre à accueillir, à analyser et à transformer ses émotions de façon positive. Elle permet également d'avoir une meilleure relation en améliorant sa communication. Et puis elle permet aussi d'apprendre à bien définir ses objectifs de façon très concrète pour les atteindre plus facilement. D'accord, ça va jusque-là? Alors, puisqu'on parle aussi beaucoup d'objectifs, d'évolution, de changement en PNL, quel est le regard que porte la PNL sur ces notions d'évolution et de changement? Là, si par exemple, je suis dans une situation là qui ne me convient pas ou qui ne me convient plus, ou bien dans un état
qui ne me convient pas. Quand on parle d'état en PNL, on parle d'état interne, c'est-à-dire un état émotionnel, un ressenti, un sentiment ou une impression d'être, si vous voulez, quelque chose qui touche l'être. Donc si je suis par exemple dans une situation ou un état interne, donc qui ne me convient pas, qui est plutôt négatif pour moi, que va faire la PNL dans son approche, puisqu'on dit que la PNL elle est orientée solution, eh bien on va tout de suite travailler avec la notion d'objectif. Et en fait, on va demander à la personne, si cette situation ne te convient pas, qu'est-ce que tu veux à la place? On ne va pas aller demander à la personne, oulala, qu'est-ce qui a fait que t'en es arrivé là, etc. On ne va pas aller chercher dans le passé, mais tout de suite, on va travailler avec la notion d'objectif et demander, mais qu'est-ce que tu veux à la place? Et là, on va parler donc de souhait, d'objectif ou d'état désiré. Par exemple, quelqu'un vient me voir et me dit, tu sais Jean-Marc, avec ma femme, ça va pas avec ma femme. Ah bon, ça va pas avec ta femme? Tu me dis que ça va pas avec ta femme, mais qu'est-ce qui ne va pas avec la femme? Oh, ben tu sais, c'est pas possible. On n'arrête pas de se disputer, c'est terrible, on n'arrête pas de se disputer. Ah, tu me dis que vous n'arrêtez pas de vous disputer, d'accord, mais qu'est-ce que tu aimerais vivre à la place? Oh, ben ce que j'aimerais vivre, c'est que je veux plus qu'on se dispute, quoi. J'en ai marre, je veux vraiment qu'on arrête de se disputer. Alors dans ce contexte, on est un petit peu dans la situation où je vais vous dire, n'imaginez pas un éléphant rose, n'imaginez pas une voiture jaune. Qu'est-ce qui va se passer? A priori, ben, vous allez visualiser un éléphant rose, visualiser une voiture jaune, et puis vous allez essayer de le chasser de votre esprit. En fait, tout ça pour dire que ne pas vouloir quelque chose, eh ben, c'est se le représenter, en fait. Et donc, à chaque fois que l'on parle, que l'on prononce des mots, eh ben, on les pense. Et donc, dans notre situation, le fait de prononcer des mots de dispute, eh bien, automatiquement, je suis en liaison avec des pensées de dispute. Vous comprenez? Donc, si je vous dis, par exemple, ça, qu'est-ce que c'est? Vous allez tous me dire, bah, c'est un feutre. Et donc, vous allez avoir des pensées de feutre. Qu'est-ce qui va vous faire dire que c'est un feutre? Ben, parce que, en fait, vous allez être en relation dans vos pensées avec tous les feutres que vous avez vus toute votre vie, et vous allez faire le rapprochement et me dire, ben, ça, c'est un feutre. Donc, en fait, tout ce que je dis, je le pense. Je le représente, en fait, dans mon cerveau. Je le vois en image, je le vois en son. Je le vois avec mon VACOG interne, en fait. Et donc, tout ce que je dis, je le pense. Et quand je parle, je fais une représentation de tout ce que je dis. C'est là où est très important le langage, en fait. C'est que si je vous dis, je suis allé à un mariage la semaine dernière, il était extraordinaire. Si vous me répondez, bon, c'était bien le mariage. Quelque part, je vais être un peu frustré, peut-être inconsciemment, je vais avoir l'impression de ne pas avoir été bien compris, parce que si j'ai choisi le mot extraordinaire, c'est parce qu'il correspond exactement à l'expérience que j'ai vécue. Parce que moi, je me le visualise encore, ce mariage, je le ressens encore en VACOG interne, j'ai encore toutes les émotions qui sont présentes en moi. Vous comprenez? Donc c'est vrai que là, je peux être dans une situation qui ne me convient pas, et alors, quel est le but de la PNL? Eh bien, c'est de faire basculer la personne. Si par exemple, je suis dans ce métier qui ne me convient pas, par exemple, eh bien, c'est parfois le voyage que je dois faire de là à là. On appelle ça le voyage en PNL. Et ce voyage de la bascule, en fait, eh bien, elle va nécessiter que je mette en place des choses. Il va peut-être falloir que j'acquière de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, peut-être une nouvelle façon de m'organiser, etc. Et alors, nous, en PNL, ce que l'on va faire quand la personne est dans un état ou une situation qu'elle ne veut plus, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va imaginer, on va éveiller la créativité, on va faire travailler un petit peu le cortex, en demandant à la personne, donc, ben, qu'est-ce que tu veux à la place? Alors, des fois, la personne ne va pas trop savoir ce qu'elle veut.
Alors, on va encore imaginer et lui dire, et si tu savais, et à quoi ça ressemblerait, et s'il y avait déjà un premier petit pas, qu'est-ce que tu ressens de mieux par rapport à ça, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est dans un état ou une situation que l'on ne veut plus, eh bien, on n'est pas encore dans ce que l'on voudrait, et bien entendu, on est souvent dans des états internes, des émotions plutôt négatives. Et quand on est dans des émotions négatives, on est dans la difficulté et on a moins de facilité à trouver des solutions. Parce qu'en fait, nous, communément, dans l'histoire, oui, ma femme, on n'arrête pas de se disputer, etc., je ne sais pas où ça va nous mener. Nous, communément, être humain, on va dire que la personne elle a un problème avec sa femme. Nous, au PNL, on va dire, non, c'est pas qu'elle a un problème, c'est que la personne nous fait part d'une situation qui ne lui convient pas. Et en fait, elle n'arrive pas à faire le voyage, elle n'arrive pas à trouver les solutions à son problème. Et c'est pour ça qu'on va en permanence questionner la personne pour éveiller justement son cortex et demander, et alors, si tu savais, et quel serait le premier petit pas que tu pourrais faire, etc. Parce que des problèmes, en fait, on en rencontre, enfin des difficultés, pardon, on en a tous les jours, et puis on arrive à les résoudre. Hein. Mais en fait, ça devient un problème quand une difficulté, elle est persistante, et puis on ne trouve pas la solution. D'accord ? Donc la PNL, en fait, le but, comme vous l'avez bien compris, c'est de faire basculer d'une situation présente à un objectif directement par le questionnement. Alors c'est vrai que la personne, elle va rencontrer certainement des freins, des obstacles pour faire son voyage. Et ces freins, ces obstacles, quels peuvent-ils être ? Ça peut être des obstacles internes. Par exemple, j'ai peur de me lancer ou je manque de confiance en moi. Ça peut être aussi un manque momentané de compétences ou de connaissances, etc. Et puis ça peut être aussi peut-être une croyance limitante, quoi. Je suis trop timide, je ne pourrai jamais être commercial, des choses comme ça. Donc ça, ce sont les obstacles internes. Et puis il peut y avoir des obstacles externes. Les obstacles externes, si par exemple je voulais me mettre à mon compte, et puis que mon épouse n'est pas trop d'accord, peut-être qu'il va falloir que je lui explique vraiment dans les détails la façon dont je veux m'y prendre, exactement ce que je veux faire, etc., pour pouvoir gagner sa confiance et qu'elle accepte que je le fasse. Et puis peut-être aussi que j'aurais besoin de solliciter l'aide d'un banquier, etc. Donc en fait, la PNL va nous permettre aussi d'aller trouver quelles sont nos ressources internes, parce qu'on en a beaucoup. Donc, elle va nous offrir des ressources internes, donc répondre en fait à nos besoins internes. Et puis elle va nous permettre d'aller aussi à la recherche de nos ressources externes, de nos besoins externes. Donc, que permet la PNL, en fait, elle permet de résoudre un bon nombre de problèmes grâce à ces outils, à ces méthodes et à ces techniques. Des problèmes que ce soit dans le domaine des relations, dans le domaine des compétences, dans le domaine des connaissances, et puis aussi, bien sûr, dans le domaine de la gestion de ses émotions et de ses états internes. D'accord, ça va ? Eh bien, je vous remercie. Je vais passer la parole à Valérie, qui va vous parler des présupposés de la PNL. Alors, les présupposés de la PNL, en fait, c'est la philosophie de la PNL. C'est sur quoi repose tous les outils, toute la méthodologie de la PNL. Alors, donc, les préceptes de base. Alors, le premier précepte, c'est, vous l'avez bien compris, Jean-Marc vous en a parlé, l'évolution et le changement. Alors, la PNL, pour la PNL,
l'essentiel dans la vie d'un individu, dans la vie de chaque être, est d'évoluer, de savoir s'adapter pour pouvoir de savoir bien communiquer pour avoir une excellente relation afin de pouvoir justement évoluer et changer. Depuis que la recherche avance, nous avons découvert en fait que dans plus de 90% des cas, nous prenons des décisions avec notre inconscient. C'est-à-dire que seulement dans 10% des cas, nous sommes conscients des décisions que nous prenons. Donc il reste ces 90%. Alors je vais tâcher de vous expliquer le plus simplement possible comment cela se passe. Alors par exemple, voilà, on est tous ici. Ça c'est pour les 10% de conscients. Donc nous sommes tous ici, nous sommes conscients d'être dans cette salle, vous êtes conscients d'assister à une conférence. Je suis consciente de vous parler. Vous êtes conscient quand vous êtes chez vous, par exemple, vous évoluez dans votre maison, etc. Vous êtes conscient d'être chez vous. Quand vous vous déplacez pour aller sur votre lieu de travail, vous êtes conscient aussi. Quand vous êtes avec des amis, vous êtes conscient d'être avec des amis, d'être soit avec des collaborateurs, des collègues de travail, etc. Ça, c'est la chose dont vous êtes conscient. Vous êtes conscient aussi quand vous devez vous déplacer, venir en voiture, etc. Tout le reste de nos actions relève de l'inconscient. Alors là, je vais vous expliquer ce que c'est. Par exemple, quand vous êtes rentrés ce soir dans cette salle, vous avez tous ressenti quelque chose. Alors, je ne sais pas ce que vous avez ressenti, ça vous appartient. Vous avez eu un ressenti, oh tiens, c'est chouette ici, ah bah tiens, ils ont l'air sympas, Jean-Marc et Valérie, alors au contraire, oh, bon, ils ne m'inspirent pas trop. Enfin bref, chacun a eu cette idée. Donc, mais ça relève de l'inconscient. En fait, pour le conscientiser, il aurait fallu que vous vous posiez la question « Pourquoi je ressens ça ?» Là, vous auriez conscientisé, si vous préférez. Je me fais comprendre ? Voilà. Donc, et toutes nos actions, tout au long de la journée, sont comme ça. Alors, quand nous passons devant une boulangerie, par exemple, ou qu'on rentre dans la boulangerie acheter son pain, et puis qu'on va craquer pour un gâteau ou un pain au chocolat, on en a envie, c'est-à-dire notre inconscient nous dit un bon pain au chocolat ou un gâteau, etc. On le prend, mais en fait, on ne sait pas pourquoi on en a envie. Il faudrait se poser la question, pourquoi j'ai envie de ça, qu'est-ce qui me fait envie, etc. Donc, tant que c'est des petites décisions comme ça, c'est pas très grave, ça ne change pas grand-chose à la vie. Mais quand on prend des décisions beaucoup plus importantes, sur des coups de tête, souvent on entend dire « oh là là, il n'a pas ou elle n'a pas réfléchi, elle a agi sur un coup de tête ». Donc ce sont des décisions qui relèvent de l'inconscient. Donc qu'est-ce que l'inconscient ? Alors l'inconscient, comme vous l'expliquiez tout à l'heure Jean-Marc, en fait, lorsque vous êtes ici, et donc, comme vous disiez Jean-Marc, vous enregistrez des informations, mais à l'instant T, vous allez retenir entre 5 et 9% des informations. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez partir de cette conférence ce soir, pour vous situer un petit peu, vous allez retenir que 2% de ce qu'on va vous dire. Voilà. Donc, mais en revanche, tout le reste va être enregistré dans votre inconscient. C'est-à-dire que vous allez retenir ces informations, celles qui vous intéressent vraiment. Donc, elles vont atterrir dans votre paléolimbique, donc dans le cerveau qui retient. Vous allez les retenir ici parce que c'est ce qui vous intéresse. C'est ce qui vous touche plus particulièrement. Mais chacun d'entre vous allez retenir des informations différentes. C'est des informations parce qu'elles vous conviennent. Ok ? Mais tout le reste, en revanche, alors vous imaginez tout ce qu'on n'a pas retenu depuis qu'on est né, mais qui est enregistré dans votre inconscient, en fait, on pourrait qualifier de cela d'encyclopédie universelle. On a une encyclopédie universelle en nous. C'est une ressource incroyable de solutions, de choix qui s'offrent à nous, mais nous ne savons pas l'utiliser. Nous n'en avons pas l'habitude. Alors, ça arrive des fois que l'on s'en sert, mais malheureusement, lorsqu'on a un magnifique cerveau, mais on n'a pas le mode d'emploi en fait, qui va avec, et c'est au fur et à mesure de nos expériences que l'on s'enrichit, qu'on apprend à s'en servir. Donc, l'inconscient
Ça vous est déjà arrivé, des fois on appelle cela la petite voix. Par exemple, vous devez faire une action et il y a une petite voix qui vous dit oh là, fais pas ça, quoi. Voilà, tu devrais pas faire ça, tu devrais pas aller là, tu devrais pas te comporter comme ça, tu devrais te calmer maintenant. Vous voyez, on l'a tous entendu, cette petite voix. Mais en fait, l'inconscient, si vous préférez, est une suggestion. Voilà, c'est-à-dire, elle vous alarme, elle vous dit tu devrais pas agir comme ça, faire comme ça, etc. Mais pour pouvoir, pour pouvoir avoir la solution, pourquoi je ne dois pas agir comme ça, etc., il faut la conscientiser, c'est-à-dire y mettre de l'intelligence par-dessus pour pouvoir avoir la réponse. C'est bon, vous comprenez? Donc, le premier précepte de base, c'est l'évolution-changement. Et la PNL, en fait, vous apprend à conscientiser, c'est-à-dire à puiser la ressource, cette ressource inépuisable de connaissances que vous avez dans votre inconscient, pour pouvoir, pour pouvoir trouver la solution, savoir poser la bonne question afin d'avoir la réponse à votre question, la conscientiser. Donc, le premier élément, la première évolution, le premier niveau de conscience, c'est quand nous sommes inconsciemment incompétents. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est inconsciemment incompétent? Eh bien, pour trouver, si vous avez des domaines de vie où vous êtes inconsciemment incompétent, vous allez quand même vous poser la question à chaque fois que. Alors je ne sais pas, ça peut être, par exemple, voilà, à chaque fois que je dois discuter avec mon adolescent, oh là là, c'est la cata, ça finit en dispute, ça finit mal, il claque la porte, ou je me mets en colère, enfin c'est pas cool. À chaque fois que je suis dans un embouteillage, eh bien, je m'énerve, c'est plus fort que moi, je klaxonne, je hurle, je gueule. Voilà. À chaque fois que mon patron arrive et qu'il m'engueule, eh bien, je suis tétanisée, je suis plus bonne à rien pour la journée, je mets une semaine à m'en remettre, etc. À chaque fois que je veux aller parler à mon patron, lui demander une augmentation, je suis prête, ça fait des mois que je prépare mon discours, et dès que j'arrive devant la porte, eh bien, je fais demi-tour. Vous voyez, ça c'est quand on se pose des questions comme ça, à chaque fois que, c'est que nous sommes au niveau inconsciemment incompétents. C'est-à-dire qu'en fait, on tourne en rond. On est dans notre paléo limbique, et comme lui, il sait que faire ce qu'il sait déjà faire, donc eh bien, on reproduit toujours les mêmes choses, on tourne en rond, nous sommes incompétents. Alors, il y a des fois, des moments où nous sommes inconsciemment incompétents, ça dure que quelques jours, après, bon, on trouve une solution, etc. Mais il y a des moments où ça peut durer des années, des situations comme ça, des gens qui ont envie de changer de travail, par exemple, etc., qui ne changent jamais pour X raisons, donc ils tournent en rond et reproduisent toujours les mêmes schémas. Alors, vous allez me dire, mais comment on sort de ce niveau inconsciemment incompétent? Comment on s'en rend compte? Eh bien, lorsque vous allez... Pardon, ça m'est pas. Vous devez être conscient. Oui. Ah oui, on est complètement... Lorsque vous allez vous poser la question, lorsque vous avez une situation, en fait, maintenant que vous le savez, qu'il y a des mots là-dessus, sur ces situations, posez-vous la question, qu'est-ce que je pourrais faire de bon pour moi? Qu'est-ce que j'ai à faire ou qu'est-ce que j'ai à apprendre? Ça dépend si c'est dans un domaine professionnel. Qu'est-ce que je pourrais faire de bon pour moi? Qu'est-ce que j'ai à apprendre afin de vivre cette situation du plus agréable possible pour moi et puis aussi pour mon entourage? Et donc, quand vous vous serez posé cette question, eh bien, vous allez monter en fait 2 niveaux. Et vous allez être consciemment incompétent. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que vous êtes dans une situation en fait que ça n'allait pas du tout. Mais là, ce qu'il y a de cool, c'est que vous en êtes conscient. C'est-à-dire que vous avez pris conscience d'un problème et effectivement, ça ne va pas. Alors ça peut être par exemple, je ne sais pas moi, des gens qui stressent de longue pour diverses raisons, des gens qui se mettent constamment en colère toujours pour les mêmes schémas, les mêmes scènes. Après, ça peut être des gens qui sont en manque de confiance pour diverses raisons aussi, dans diverses situations. Mais quand on en prend conscience, donc on va pouvoir faire quelque chose de bon pour soi. Donc ce sont des personnes, quand nous devenons consciemment incompétents,
ce sont des personnes qui vont se demander qu'est-ce qu'elles ont de bon à faire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles ont pour combler leurs lacunes, qu'est-ce qu'elles ont à apprendre, qu'est-ce qu'elles ont, si elles doivent aller en formation, si elles doivent s'instruire sur le net ou dans des bouquins, etc. Donc elles ont pris conscience qu'il fallait qu'elles fassent quelque chose de bon pour elles. Elles ne sont plus dans l'immobilisme, c'est-à-dire elles ont changé de perception de la réalité. Elles ont une autre perception de la réalité. Ok ? Donc, une fois qu'on devient consciemment incompétent, on monte ensuite de niveau. Et là, nous devenons consciemment compétents. C'est-à-dire que nous avons mis des actions en route. Alors, ça peut être, je sais pas, ça peut être des formations informatiques ou je ne sais quoi, pour changer complètement des fois de travail, ou alors aussi des changements dans son niveau comportemental, émotionnel, c'est-à-dire décider de ne plus se mettre en colère quand nos enfants auraient tendance à nous mettre en colère, etc. De dire non, il faut que je reste ferme, mais sans m'énerver, parce que de toute façon, ça mène à rien. Donc, on a mis en place des formations, on a mis quelque chose en place. Mais, lorsque nous sommes là, effectivement, nous avons mis un système en place d'apprentissage de connaissances, et cependant, nous n'en avons pas encore les automatismes. Imaginez, par exemple, ici, au niveau d'en dessous, que vous passiez votre permis. Vous prenez conscience que vous devez passer votre permis. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez aller en formation, vous allez prendre des leçons, le code, etc., leçons de conduite, et vous allez arriver ici. Vous avez le papier rose, ouais, c'est super, on a le papier rose, mais ça ne veut pas dire qu'on conduit au top. C'est-à-dire on a le papier rose, on sait conduire, et cependant, je ne sais pas si, moi ça m'est arrivé, en général ça arrive à tout le monde, avant d'avoir vraiment une réelle confiance en soi en voiture, on est très attentif à tout ce qu'on fait, on fait attention à tout, les rétros, la ceinture, sur la route on est très vigilant, et un jour on arrive sur notre lieu de travail, par exemple, et là, on s'aperçoit qu'on n'a pas fait attention au trajet, alors que d'habitude, nous étions très vigilants. Donc, pour être vraiment compétent, dans ce niveau-là, en fait, on n'a pas encore acquis les automatismes. C'est-à-dire, on sait comment il faut faire, on a eu les informations, la donne, on a appris, mais nous n'avons pas encore tous les automatismes. Ensuite, on passe au niveau supérieur, qui est inconsciemment compétent. Donc là, effectivement, nous retrouvons toutes ces personnes qui sont passées, donc qui sont parties du bas, qui sont arrivées ici, qui ont mis en place donc, tout un processus de connaissance, de formation, etc. Donc elles sont passées par tous ces niveaux, et arrivées ici, elles ont vraiment acquis tous les automatismes. C'est-à-dire, si elles ont fait par exemple une formation informatique, par exemple, c'est plus un problème pour elles. C'est-à-dire, elles vont au boulot, elles savent comment utiliser l'ordinateur. Enfin, c'est quelque chose qui devient très cool pour eux. C'est très à l'aise pour eux. Elles n'y pensent plus. C'est rentré dans le paléolithique, en fait. Ça devient un truc automatique acquis pour toujours. Donc, ce sont des personnes, en général, lorsque nous arrivons ici, on retrouve un groupe de personnes qui, en fait, on va dire, ce sont des gens heureux, quoi. C'est-à-dire fiers de ce qu'ils ont entrepris, fiers d'avoir changé des choses dans leur vie, fiers d'avoir évolué, peut-être d'avoir changé de métier, d'avoir complètement changé de comportement. Et bien entendu, lorsque nous arrivons ici, là, on se rend compte, en fait, toutes les ressources que nous possédons, alors que ici, on n'en a aucune idée, c'est-à-dire on ne voit pas du tout de solution. Et forcément, lorsque nous rencontrons des difficultés, on sait qu'on peut parer à ces difficultés. Voilà. Et on sait qu'on peut encore refaire des formations si on le souhaite pour faire autre chose, encore mieux, évoluer encore plus davantage, etc. Que ce soit dans le domaine professionnel ou que ce soit dans le domaine personnel. Ok ? Et ensuite, vous avez le dernier niveau.
Alors c'est le niveau métacompétence, c'est-à-dire que lorsque vous êtes là, vous pouvez en fait enseigner ce que vous avez appris. C'est-à-dire lorsque vous faites des formations, c'est ok parce qu'on emmagasine de l'information, des connaissances. Mais ensuite, pouvoir les retranscrire, c'est encore quelque chose, c'est autre chose. Je pense que monsieur il pourra confirmer. Pouvoir enseigner ces connaissances, c'est encore une difficulté supplémentaire, donc c'est encore un apprentissage en parallèle. Donc voilà pour le premier précepte de base qui est l'évolution-changement. Alors bien entendu, il se peut que de là à là, en fait, nous fassions des erreurs. Je reste toujours sur mon exemple d'informatique. Voilà, vous avez eu votre formation, vous savez quand même bien vous en servir, et puis au début, donc vous faites attention. Imaginez, vous allez remplir tous des fichiers, etc. Et puis, vous allez appuyer sur la touche qu'il ne faut pas, il y a tout qui va s'effacer. Alors là, bon, c'est millénaire un petit peu. Donc, en PNL, on dit que ce ne sont pas des échecs, en fait. Lorsque nous commettons des erreurs comme ceci, on dit au contraire, c'est un retour d'information. En fait, c'est un feedback. On a un retour d'information qui nous démontre qu'il faut qu'on fasse un peu plus attention. Donc, et la prochaine fois, logiquement, on ne refait pas la même erreur. Donc, prenez l'exemple de tous ces chercheurs, ces savants, etc., avant qu'ils trouvent des solutions, des inventions, etc. Mais ils ont tous commis des erreurs. Donc, nous sommes tous logés à la même enseigne. C'est-à-dire, nous faisons des formations, nous apprenons des choses, mais ce n'est pas parce que nous les savons que nous ne commettons pas d'erreurs. Jusqu'au jour où nous ne faisons plus d'erreurs, bien entendu. Ok, c'est bon? De la compétence consciente à la compétence consciente. Oui. De la compétence consciente à la compétence inconsciente. C'est juste les habitudes ou c'est... Après, ça devient une habitude. Non, je veux dire, c'est juste par rapport aux habitudes qu'on arrive à l'incompétence. En bas, vous voulez dire? Non, les deux dernières, enfin les deux avant-dernières. Là? Ouais. De là à là, du CC à ici. Oui, alors consciemment compétent et inconsciemment compétent. On y arrive avec les habitudes. Oui, ça devient une habitude, c'est ça. C'est-à-dire que là, vous avez appris votre formation. Voilà, vous avez tout le savoir. Voilà, on vous a donné des informations, etc. Peut-être que vous avez de la théorie et de la pratique. Mais avant que vous soyez là, il va se falloir peut-être un certain temps. Alors après, ça dépend des individus. Comme je reprends l'exemple du permis, il y a des personnes qui passent leur permis, 15 jours après, dès qu'elles ont eu leur permis, elles sont très très à l'aise. En fait, elles ne se posent même plus de questions. C'est devenu une habitude. Est-ce que ça fait partie des... J'avais lu dans, je ne sais pas si c'est dans ce livre-là, de Anthony Robbins, qu'il faut 21 jours... en gros, oui, ça, alors, bon, c'est... ça dépend des individus. Il ne faut pas enfermer dans des... bon, c'est généralisé. C'est vrai que c'est pour donner un ordre d'idée. C'est comme quand on dit, voilà, on a 10% de conscient, 90% d'inconscient. Bon, c'est très, très généralisé. Ça dépend des individus. Il y a des personnes qui apprennent effectivement, mais qui sont plus longues avant d'acquérir les automatismes. Et puis, il y en a certaines qu'en 2 jours, c'est fait. Voilà. Mais après, une chose est certaine, en revanche, c'est que au plus on apprend avec plaisir, au plus on apprend avec amour et avec plaisir, au plus vite les automatismes sont acquis. Voilà, si vous allez apprendre quelque chose mais qui ne vous convient pas du tout, vous allez galérer pour acquérir les automatismes, parce que c'est normal, ça ne vous plaît pas, ça ne correspond pas à vos valeurs et à vos besoins réels. Ok? D'autres questions sur... Non? Alors on va passer au deuxième précepte de base. Son relation communication. C'est très schématique. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, Jean-Marc, en fait, même en absence d'information, en fait, nous communiquons. Et quelle que soit de toute façon notre relation avec le monde, la façon dont nous vivons, notre entourage, etc., nous sommes à la fois des récepteurs d'informations et des émetteurs d'informations. Alors, qu'avons-nous l'habitude de faire lorsque nous sommes en communication? Alors, la première des choses que nous faisons,
nous essayons de faire adopter notre point de vue à l'autre. Voilà, donc, ouais, tu comprends, ouais, non, mais non. Donc, on essaie de faire adopter son point de vue. L'autre, qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi, il essaie de faire adopter son point de vue. Ensuite, ça ne marche pas. Donc là, on va passer au stade supérieur. Il faut convaincre. Ah non, mais attends, mais tu comprends rien, c'est pas possible, non. Donc on essaie de convaincre. Bien entendu, l'interlocuteur qui est en face de vous, qu'est-ce qu'il fait lui aussi? Il essaie de vous convaincre. Il défend son point de vue. Lorsque cela ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait? On est tous câblés comme ça, hein. Sauf si on a fait du développement personnel, on est un petit peu, on est sorti de là, je dirais. Donc ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On va essayer de changer l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on ne bouge pas? On pourrait lui dire, oh là là, mais tu ne comprends rien, mais attends, mais d'où tu viens toi? Tu n'as pas vu? Non, moi je te dis, c'est comme ça que ça se passe, etc. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Bien entendu, il va essayer de vous changer vous aussi. Mais alors, j'ai une bonne nouvelle, sachez que vous ne pourrez jamais changer les autres. Et la bonne nouvelle, sachez que les autres ne pourront jamais vous changer. Donc, nous, en PNL, nous disons qu'il faut en fait faire le premier pas. Alors vous allez me dire, ah ouais, attends, si je fais le premier pas, ça veut dire que c'est bon quoi, carpette, je me rends, il a raison. Non. En PNL, nous disons qu'il ne faut pas confondre souplesse, adaptation avec soumission. Alors pourquoi faire le premier pas? Parce que lorsque vous faites le premier pas vers la personne, en fait, vous rentrez dans ce qu'on appelle sa carte du monde. Donc vous allez essayer de savoir, ça vous l'apprenez le 3e jour en formation, qu'est-ce qui l'amène à penser ce qu'il pense et pourquoi il dit ce qu'il dit. Voilà, parce que de toute façon, si il dit ce qu'il dit, c'est qu'il le pense au plus profond de lui. Comprenez? Voilà, on ne peut pas dire des choses qu'on ne pense pas. Même si on ment à quelqu'un, en fait, c'est pour une bonne raison. C'est une bonne intention pour nous. Donc, le but en PNL est de rechercher, en fait, de rentrer dans la carte du monde de l'autre et savoir, en fait, quelles sont ses véritables intentions. Qu'est-ce qu'il cherche à nous dire? Alors, tout ça, on l'apprend le 3e jour, en travaillant aussi le verbal et le paraverbal, apprendre la synchronisation. Tout ça pourquoi? Pour pouvoir en fait rentrer dans une relation gagnant-gagnant. L'objectif est d'aborder une relation où il n'y a pas de partie, un des deux interlocuteurs va être perdant. La PNL prône toujours pour des relations gagnant-gagnant. Alors peut-être que vous avez entendu parler de manipulation en PNL. Il y a souvent des trucs qui ressortent comme ça, que ce soit sur Internet, etc. Alors vous savez tous ce que c'est que la manipulation. La manipulation, c'est quand on veut entourlouper son interlocuteur, c'est-à-dire tout retirer, la couverture pour soi, etc. Et que son interlocuteur, sa relation se perde. On s'en fout complètement de la personne qui est en face. Alors, comment dirais-je? En PNL, les outils sont puissants, en fait. Et il est vrai que les personnes qui viennent nous voir, qui suivent nos formations, que ce soit des bases jusqu'en maître prête, on enseigne des outils mentaux de gestion mentale volontaire, je tiens à le signaler, qui sont très puissants. Après, bien entendu, nous, on n'est pas dans la personne. Imaginez que quelqu'un qui fait un sport violent, comme le Krav Maga par exemple, je ne sais pas quoi, les gens qui font ça, 99,99, c'est pour eux, c'est parce que ça leur plaît, etc., ça leur apporte. Mais après, il reste ce petit pourcentage qui peut mal s'en servir, mais ça, l'instructeur, il n'en sait rien. Pour nous, c'est l'idem, c'est-à-dire que toutes les formations que nous faisons, on ne sait pas en fait à qui on donne ces outils. Après, les personnes, si elles s'en servent à mauvais escient, c'est comme ça. Mais en général, les personnes qui font ça sont aussi, parce qu'on n'est quand même pas trop bête, on est vite repéré aussi quand on agit, quand on est mal intentionné. Comment un patron, vous pouvez voir si ils servent de la PNL pour... Mais alors, on a beaucoup de formations, nous, en entreprise,
je vous garantis qu'on n'a jamais eu un patron qui est venu pour pouvoir manipuler. Non, c'est vrai. Non. Ah, de toute façon, il ne va pas le dire. Quoi. Non, mais on le Non, mais sent. ça se sent. Non, parce Il y que a des questions ouais. que posent les gens, Ah ouais. on sent Ouais. ceux qui Ah oui. veulent, oui. Bah ouais, non, les gens ils veulent avoir surtout, ils veulent que leur boîte ça fonctionne, que tout le monde s'entende bien, que voilà. Alors bien sûr, il faut que tout le monde y trouve son compte, bien entendu, c'est le but de toute façon d'avoir dans une relation, tout le monde va trouver son compte, il ne va pas y avoir de lésés. Et on n'a jamais eu de patron qui dit ah ouais, moi je veux. De toute façon, c'est normal que dès qu'on fait quelque chose normalement qui est dans le positif, il y a toujours des gens qui vont s'aider dans le négatif. Enfin, je veux dire, la religion, De toute façon, c'est la dualité. Voilà, c'est la dualité. Tu vois, au départ, qu'est-ce que c'est, comment on fait voilà. Donc je tenais à faire cet aparté pour la manipulation. Donc, justement, moi, les choses sont claires. En plus, EFPNL fait partie de. On est agréé, en fait, on a une charte qui est très, très importante pour nous, justement, une charte contre tout ce système. Voilà, on est agréé chez NLPNL. Et il y a une charte, une déontologie qui est très bonne pour nous et puis pour ceux qui nous suivent en formation. Donc je reviens à relation-communication. Donc le but est de faire le premier pas justement pour rentrer dans la carte du monde de notre interlocuteur qui soit professionnel ou environnemental ou dans notre domaine personnel. Voilà, plutôt que de s'affronter, plutôt que de essayer d'adopter notre point de vue, de se convaincre, etc. Non, cherchons d'abord à savoir qu'est-ce qui l'emmène à agir comme ça, etc. Donc on vous apprend pendant ces 3 jours en fait tout un procédé des questions, parce que le problème c'est que nous avons l'habitude de poser des questions, ce qu'on appelle fermées. C'est-à-dire beaucoup de pourquoi, voilà, et qui emmènent en fait des réponses, ouais, parce que, ou alors on répond par oui ou par non. On a perdu cette habitude de poser des questions pour avoir vraiment des réponses très poussées, voilà, et de reposer encore des questions, et de reposer encore des questions pour que les personnes se livrent complètement. Donc en PNL, vous rapprenez tout ça, voilà, vous rapprenez à poser des questions. Et surtout, vous réapprenez, comme tout à l'heure on a parlé Jean-Marc, à parler positif. Toujours, toujours, toujours positif. Donc voilà pour la communication-relation. Donc ce que nous recherchons en fait en PNL, c'est créer une boucle, ce qu'on appelle une boucle systémique. Voilà, pour que chacun y trouve son compte. Chacun soit gagnant à 50-50. Il n'y en ait pas un qui soit plus lésé que d'autres. Donc, grâce aux outils, vous arrivez à créer cette communication. Voilà, vous n'êtes plus en fait dans la dualité, vous êtes en coopération active. Ok, voilà, c'est-à-dire que vous co-créez ensemble, vous essayez de vous trouver en fait une solution ensemble à votre problème. Vous ne campez plus chacun sur ses points de vue. Ensuite, nous avons le 3e précepte de base qui est derrière tout comportement, il y a une intention positive. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Derrière tout comportement, il y a une intention positive. Alors bien sûr, vous allez me dire, ouais, quelqu'un qui me crie dessus, moi je trouve pas trop que c'est positif son machin, hein, c'est pas très cool quoi. Voilà. Eh bien, imaginez par exemple, je vais reprendre l'exemple de l'ado. Voilà, je situe bien un petit peu la scène, ouais, tu vas faire tes devoirs et tout, voilà, il y a plein de bonnes raisons de rechigner un petit peu, etc. Et ça traîne, et tout le monde commence un petit peu à s'énerver, etc. Et puis d'un coup, ça commence à se mettre en colère, et puis, paf, une gifle. Alors c'est pas cool, hein, le comportement, il est vraiment pas cool. Mais derrière ce comportement, il y a une intention positive. L'intention positive, c'est quoi? C'est la maman qui adore son enfant, quoi. Et elle veut tellement qu'il réussisse que voilà l'intention positive. Alors bien entendu, on n'est pas obligé, c'est-à-dire on acquiesce l'intention positive, mais en revanche, nous ne sommes pas d'accord avec le comportement.
Chaque personne, en fait, les êtres, les individus, nous ne sommes pas du tout câblés, mais alors pas du tout câblés, pour être mauvais, pour être méchants. C'est la façon dont nous nous y prenons qui donne cette impression. Il faut savoir faire la différence entre un individu et le comportement de l'individu. Alors je ne rentre pas dans ce cadre de référence tout ce qui relève de la psychologie. Alors voilà, là c'est encore quelque chose de particulier. Je parle pour des individus normaux, entre guillemets. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il faut, en PNL, nous apprenons à dissocier le comportement de l'intention positive. Ok, tu aimes ton enfant, tu veux qu'il travaille bien à l'école et tout, c'est tout à fait louable, c'est une belle intention positive, mais en revanche, ton comportement, c'est pas bien du tout. Donc, comment comptes-tu t'y prendre, voilà, pour pallier à ce comportement? Qu'est-ce que tu veux faire de bon pour toi et pour ton entourage, donc par la même occasion, que tu vas mettre en place, que tu vas mettre en œuvre, qui sera bon et pour toi et pour ton adolescent, par exemple, pour ton enfant, pour ton mari, ou peu importe. Ou ça peut être aussi dans le milieu professionnel. Donc, il faut dissocier, tout à fait, il faut absolument dissocier la personne de son comportement. Parce qu'en fait, il faut faire très attention. Lorsque un être accompli, en fait, un individu accompli, un être accompli, fonctionne en adéquation avec ses valeurs, avec ses besoins. C'est-à-dire une personne accomplie sait ce dont elle a besoin pour être heureuse. Une personne accomplie sait quelles sont ses valeurs. C'est-à-dire que lorsque elle fait un travail, lorsqu'elle a choisi une profession, un travail, etc., c'est qu'elle est en adéquation avec ses valeurs. C'est malheureusement pas le cas de tout le monde. Beaucoup choisissent des professions, bon, c'est la vie qui est comme ça, parce qu'elles n'ont pas le choix, parce qu'elles n'ont trouvé que ça, ou alors peut-être parce qu'elles ont fait des études d'une certaine profession, mais qu'elles n'ont pas trouvé sur le marché du travail cette profession, donc elles ont pris autre chose. Et donc, lorsqu'on se retrouve dans des situations où nous ne sommes pas du tout en accord avec nos valeurs et nos besoins, nous naviguons en fait sur l'axe avoir et faire. C'est-à-dire qu'on fait les choses pour avoir quelque chose, enfin c'est pas très cool, vous voyez. Tandis que lorsque nous sommes en adéquation avec notre être, nous naviguons ici, en fait, nous sommes complètement dans l'être. Je suis formatrice parce que c'est mes valeurs d'être formatrice. J'aime enseigner, j'aime transmettre, j'aime faire connaître les choses aux autres personnes. Ça fait partie de mes valeurs. Imaginez quelqu'un qui n'ait pas ces valeurs et qui soit formatrice. C'est pas très cool. Ouais, je fais formatrice, vous voyez, là, je suis là, je viens de me braquer 2 heures de route, je suis là, je suis devant vous, bon, allez, je vais parler, je vais faire le plus vite possible pour me débarrasser de vous, etc. C'est horrible pour tout le monde et surtout pour la personne qui vit cette situation. Donc, lorsque vous connaissez vos valeurs, vous savez quel est votre chemin de vie, quelle est votre direction de vie. En PNL, durant les 3 jours de formation, le dernier jour, vous travaillez sur vos valeurs. L'après-midi, vous avez un travail sur vos valeurs qui vous permettent de découvrir quelles sont vos valeurs. Et après, là, c'est pas nous qui allons vous dire ouais, il faut faire ce métier, etc. Loin de là. Mais par ce travail, par la découverte de vos valeurs, vous allez savoir si ce que vous faites, en fait, ça va vous révéler dans vos domaines de vie où il y a des choses qui ne vont pas bien. Vous allez comprendre pourquoi. Imaginez que, par exemple, vous vivez à la campagne, et puis que vous êtes plutôt quelqu'un de citadin, qui aime les boutiques, etc. Vous voyez, ce genre de personne.
Donc vous allez me dire, ouais, ben là où je vis, dans mon domaine de vie, alors c'est vrai, j'ai une belle maison, etc. J'ai tout, hein, dans ma maison, il y a tout le confort et tout, mais en fait, bon, allez, sur 10, je vais mettre 5. Et là, vous allez poser la question, pourquoi tu mets 5 alors? Oh, ben parce que c'est loin de tout, parce que moi, des fois, j'aimerais descendre 1 heure, faire les magasins, etc. Donc, et là, vous verrez que, avec les valeurs que vous aurez trouvées, eh bien, vous verrez pourquoi ça cloche, en fait. Pourquoi vous n'êtes pas en cohésion avec vos valeurs? Parce que vous n'avez pas la valeur nature, tout simplement. Vous avez la valeur promenade en ville, etc. Peu importe, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Donc c'est très important de découvrir quelles sont ces valeurs pour satisfaire ces besoins. Donc nous allons passer maintenant au dernier précepte de base, qui est la carte n'est pas le territoire. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Alors ça, c'est votre carte. Et ça, c'est le territoire, tout ce qu'il y a autour de vous. Alors, votre carte, en fait, c'est vous. C'est votre programmation. C'est-à-dire, depuis votre naissance, la programmation que vous vous êtes faite en fonction de votre lieu de naissance, en fonction de votre éducation, en fonction de votre religion, en fonction de votre environnement, du pays dans lequel vous êtes né, même de la ville dans laquelle vous êtes né, voire même du quartier, parce que ça, il joue beaucoup aussi. Ensuite, en fonction du métier que vous avez choisi, le métier, tout ce qui est environnemental, dans la tranche d'âge de, on va dire, 13 ans jusqu'à nos âges à nous, est très important, a beaucoup d'influence sur notre comportement. D'ailleurs, on s'en rend compte, par exemple, lorsqu'on prend des vacances, qu'on va voir ailleurs, on s'aperçoit en fait qu'on a un tout autre comportement que lorsqu'on est avec des collègues de travail, etc. Même si on les aime beaucoup, etc., on a un autre comportement. On redevient nous-mêmes, on redevient qui on est, et on fait en fait ce qu'on a envie de faire et ce qui nous plaît, vous comprenez? Donc voilà notre carte, donc. Et pour vous citer, pour vous donner un petit exemple, notre carte n'est pas le territoire. Eh bien, imaginez un GPS, voilà, vous mettez votre GPS en route, et vous dites direction Paris, par exemple. Fréjus pour aller à Paris. Donc le GPS va vous indiquer les routes à emprunter, les autoroutes. Mais sur ce qui va vous indiquer, vous n'allez pas voir les petits chemins de campagne, vous n'allez pas voir les fleurs, vous n'allez pas voir les arbres, vous n'allez pas voir les oiseaux, ni les maisons, ni les nuages, le soleil, rien du tout. Donc si vous préférez, notre carte en fait c'était exactement la même chose. C'est-à-dire que nous sommes programmés, mais qu'avec notre propre ressenti. En fait, chacun d'entre nous, comme vous le disait Jean-Marc, nous sommes des êtres uniques. Personne d'entre nous n'a la même programmation. Alors des fois, on peut s'entendre, bien sûr, avec certaines personnes, parce qu'on a des mêmes ressentis sur certains sujets, on aime certaines choses, on a certains goûts en commun, mais nous sommes quand même des êtres uniques. Il y a autant de cartes du monde que d'individus. Donc il n'y a pas de meilleures cartes que d'autres, parce que toutes nos cartes sont bonnes, vos cartes sont bonnes, etc. Il s'agit simplement de savoir si nos cartes sont adaptées ou non, en fonction de certaines situations. Et la meilleure façon pour adopter, pour savoir si nos cartes sont adoptées, en fait, c'est d'avoir une très bonne communication et une très bonne relation. Des très bonnes relations. Lorsque nous avons une bonne communication et relation, nous enrichissons notre carte. Nous voyons les choses, nous voyons en fait la réalité différemment. Nous ne campons plus sur nos positions.
Lorsque nous restons seuls dans notre coin, on voit que notre propre réalité et on se fait un jugement sur le monde qui nous entoure. Lorsque nous avons des relations, lorsque nous communiquons avec les gens, quand je parle de communiquer, je parle pas de « oui, tu t'es acheté la dernière robe », etc. Non. Essayez de connaître en fait la personne, qu'est-ce qui l'a emmené à faire ça, etc. Jamais on pose des questions comme ça. Imaginez, je sais pas, un de vos meilleurs amis, par exemple. Prenez l'exemple d'un meilleur ami. Est-ce que vous lui avez déjà posé la question, par exemple, là, tout bêtement, pourquoi tu es souvent habillé en rouge, par exemple? Pourquoi tu es souvent habillé en rouge? Ah ben, je sais pas, j'aime cette couleur et tout. Comment ça se fait que tu aimes cette couleur? Et là, vous verrez, c'est très surprenant les conversations. Et en fait, vous découvrez la personne, et la personne se découvre aussi. Pourquoi j'aime le rouge? Qu'est-ce qui fait que j'aime le rouge? Et il suffit de poser, en général, on pose 4-5 questions, parce que c'est assez pertinent, et on fait des découvertes surprenantes l'un comme l'autre. Donc, quand je parle de communication-relation, c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire c'est avec des questions profondes qui ont un sens, et c'est très, très, très enrichissant. Et pour vous, et pour votre entourage. Voilà, donc pour la carte n'est pas le territoire. Donc, comme je le disais, il n'y a pas de meilleure carte que d'autres. Il suffit simplement de savoir si sa carte est adaptée pour atteindre certains objectifs ou pas. Donc, à vous de vous poser la question, selon ce que vous voulez faire dans votre vie, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous anime? Est-ce que ma carte est adaptée pour poursuivre? Sinon, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Qu'est-ce que j'ai à faire comme formation pour que ce soit bon pour moi et mon entourage? Ok? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Je vais pas trop comprendre pourquoi vous mettez la carte mais pas le territoire. Mais parce qu'en fait, ça représente, ça c'est votre vision, si vous préférez, c'est votre programmation. C'est-à-dire c'est tout ce que vous croyez de la vie. Voilà, vos propres croyances. Je sais pas moi, par exemple. Ah, j'ai compris ce que ça voulait dire la carte, mais je comprends pas pourquoi vous dites que ce n'est pas le territoire. Mais parce qu'en fait, ce n'est pas la vraie réalité, c'est votre réalité à vous. Ah, c'est la vision. Voilà, c'est votre vision du monde. Voilà, Notre carte n'est pas l'intégralité voilà. des autres. C'est-à-dire. Parce que nous avons en fait une vision subjective de la réalité qui est la nôtre. Voilà. Mais votre voisin n'a pas la même vision. Oui, bien sûr. Voilà. Non, mais c'est moi qui me suis. Non, j'avais juste pas. En fait, le territoire, ce serait l'ensemble des cartes de tous les êtres de cette planète. Donc chacun, en fait, vit sa propre réalité, a sa propre perception sur sa vision du monde, etc. Et c'est ce qui fait que nous ayons souvent des relations conflictuelles, en fait, c'est que nous avons la croyance que lorsque nous discutons avec une personne, nous avons la croyance que la personne est sur la même longueur d'onde que nous, c'est-à-dire qu'elle a le même ressenti, qu'elle a vu la même chose et qu'on parle de la même chose. Alors que pas du tout, pas du tout. On est toujours en décalage, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Alors, bien sûr, quand ça marche avec votre entourage et votre famille, ne changez surtout rien, ne posez pas des questions, quoique ça peut faire des fois avancer pas mal de choses. Mais lorsqu'il y a justement des conflits comme ça, voilà, c'est bien de savoir, prenez conscience que nous ne sommes pas du tout sur la même longueur d'onde que notre interlocuteur, qui ne ressent pas la même chose que nous. Allez, par exemple, prenez l'exemple d'un tableau. Voilà, allez, on se met devant un tableau. Alors, il y en a qui vont le trouver moche, il y en a qui vont le trouver magnifique. Qu'est-ce qui te plaît le plus sur ce tableau? Il y en a qui va dire, moi c'est une couleur, il y en a qui va dire, moi c'est l'encadrement. Vous voyez, on voit pourtant tous la même chose, mais on n'a pas les mêmes ressentis. On est tous différents. Nous sommes tous des êtres uniques. C'est ce que prône la PNL. Et on ne peut pas changer les autres. C'est impossible. Donc la meilleure façon, c'est d'abord se changer nous-mêmes. Donc avoir un meilleur comportement. Lorsqu'on a un meilleur comportement, lorsqu'on n'est plus en stress, lorsqu'on n'est plus en colère. Parce qu'avec les outils qu'on nous apprend le deuxième jour, avec les outils d'ancrage, etc., en fait, vous allez sentir le stress, la colère, le manque de confiance, en fait, toutes ces énergies négatives, en fait, et qui nous amènent à rien de bon, parce que là, on est en mode réactif, c'est-à-dire on manque de choix, on crie, on tourne en rond, on reste dans notre palais olympique. Voilà. Et lorsque
en fait, nous ne sommes plus en stress, plus en colère, etc. Donc, vous sentez le stress arriver. Ouh, là, je stresse. Par exemple, nous, chaque fois avant de faire une conférence, malgré qu'on ait l'habitude d'en faire, etc., il y a toujours ce moment qui fait qu'on a peur d'oublier, on a peur de... comme tout le monde. Mais on a des outils qui fait que ça part instantanément. C'est-à-dire, on le sent arriver. Par un outil d'ancrage, on dit « Ah non, je ne veux pas vivre ça ». Et pouf, ça part. On a eu des personnes qui sont venues en formation, des personnes très colériques, ce qu'on appelle des tempéraments sanguins, méditerranéens. Et puis, alors, en plus, c'était des personnes super sympas, quoi, mais qui, pour se faire comprendre, ne savaient pas faire autre chose que de crier. Pourtant, comme on dit, chien qui aboie ne mord pas, voilà. Et en fait, elles se sont aperçues que ça nuisait à leur entourage, parce que puis même pour elles-mêmes, quoi, parce que c'est pas cool. Après, une fois qu'on a crié, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, soit on culpabilise, on dit putain, j'étais trop nul, quoi. Ou alors on dit voilà, mais c'est sa faute, on fait culpabiliser les autres aussi. Donc c'est pas très cool. Et par le biais d'ancrage, quand elles sentent la colère arriver, alors ça veut pas dire qu'elles ne crient plus, mais parce qu'il y a ce moment justement où il faut rentrer dans les automatismes. Mais un coup d'ancrage, hop, elle crie, oh je crie là, ou je me calme de suite, allez, je fais mon ancrage, et la colère disparaît. Alors, c'est pour ça qu'on dit en fait que lorsque vous êtes stressé, c'est-à-dire que vous ressentez le stress parce que vous vivez quelque chose auquel vous n'avez pas l'habitude, donc vous tournez en rond pour trouver une solution, donc ça stresse. En général, c'est ce genre de situation quand on stresse dans la vie courante de tous les jours. Nous disons en fait que le stress, c'est cool pour vous, c'est-à-dire c'est un signal d'alerte. Ça vous dit que là, il faut faire quelque chose de bon pour vous. Et la chose de bien pour vous à faire, c'est dans un premier temps, on se calme. Donc ça, c'est votre inconscient qui vous a dit, il faut faire quelque chose de bon pour vous. Donc on ne peut pas trouver de solution quand on est en stress, en colère, en manque de confiance et en manque d'estime de soi. C'est impossible. Voilà. On ne peut pas faire appel à sa matière grise, à son intelligence. Il y a une déconnexion. En fait, lorsqu'on est stressé ou en colère, on dit que nous sommes en incohérence cardiaque. C'est-à-dire, on a le cœur qui s'accélère. Et lorsque nous sommes en incohérence cardiaque, les signaux que le cœur envoie au cerveau agissent en fait sur le système cognitif et bloquent la perception de la réalité, de la situation, c'est-à-dire on ne voit pas la situation telle qu'elle est réellement, parce qu'on est sous l'emprise du stress ou de la colère. On ne voit pas de solution, parce que ça nous empêche de voir des solutions, donc on reproduit les schémas qu'on connaît. En fait, nous déformons tout. Donc l'avantage de ces 3 jours, c'est vraiment en fait, je vais vous montrer ce que vous allez faire pendant ces 3 jours. Si ça m'intéresse, pendant ces 3 jours, le premier jour, en fait, vous travaillez sur l'objectif. Alors, l'objectif, en fait, on a tous des objectifs aujourd'hui. C'est ce qui nous donne un sens, c'est ce qui donne du sens à notre vie. Si nous n'avons pas d'objectif, franchement, c'est pas le grand fort, c'est pas très cool. Donc, vous allez apprendre. Alors, le matin, c'est de la théorie. Toute la matinée, c'est de la théorie. Mais on est obligé de passer par la théorie. Vous voyez, tout ce qu'on vous dit ce soir, si on vous fait faire des exercices directement, ça n'a pas de sens. Il faut d'abord que vous compreniez pourquoi vous faites les exercices. Alors, c'est clair qu'en 1h30, on essaie de vous donner un maximum d'informations. Mais il faut savoir que la formation, elle dure 3 jours, donc il y a beaucoup d'informations, beaucoup de données. Donc le premier jour, vous allez savoir comment on définit un objectif. Alors, comment on réalise un objectif? Un objectif doit être précis. C'est-à-dire, on ne dit pas, ouais, j'aimerais faire ça, c'est impossible. Lorsqu'on ne planifie pas son objectif, on planifie mal son objectif, en fait, et qu'est-ce qu'on planifie? Eh bien, son échec. Donc, nous allons vous apprendre à planifier votre objectif par le biais, alors le matin de théorie, et l'après-midi, vous êtes en pratique, c'est-à-dire vous pratiquez avec des élèves, on vous fait une démonstration, des questions à poser, de toute façon, vous avez des books qui vous sont livrés pour la formation, tout est noté dessus. Et vous partez donc
faire de la pratique. Ensuite, quand vous revenez, on fait un débrief, savoir comment ça s'est passé. Jean-Marc et moi, de toute façon, on circule toujours au sein des équipes pour voir si tout est compris, etc. Donc le premier jour, définir ses objectifs. Quels sont ces objectifs? Savoir faire la différence entre un objectif et une envie, parce qu'on a envie de beaucoup de choses, mais ce ne sont pas des objectifs. Par exemple, là, il y a eu la bonne année. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire à la bonne année? On dit, oh, ben, cette année, j'arrête de fumer, je me mets au sport, je fais le régime, je vais perdre 5 kilos. Enfin, donc, chaque année, on réitère toujours les mêmes blabla. Et pourquoi ça ne marche pas? Parce que ce n'est pas des objectifs, ce n'est pas une priorité, ce n'est pas quelque chose d'essentiel pour nous, qui nourrit nos valeurs et nos besoins. Les seules personnes pour qui ça marche, c'est pour qui c'est vital pour elles. Voilà. Mais si c'est juste une idée comme ça ne marchera pas. Donc on clarifie les objectifs le premier jour. Le deuxième jour, on apprend tout ce qui est ressources. Voilà, je cherchais, je ne trouvais plus comment écrire ressources. Ressources, connaissances. Alors là, comme je vous le disais tout à l'heure, le matin, on va travailler sur tout ce qui est les énergies négatives, les énergies positives, les énergies hautes, les énergies basses, le rythme cardiaque, etc. Qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça ne fait pas, qu'est-ce que ça engendre au cerveau. Le matin, vous avez aussi uniquement de la théorie. Et l'après-midi, vous passez en pratique. Donc, c'est exactement la même chose que la veille. Vous partez en exercice avec les participants du groupe. D'abord, on vous fait une démo, toujours. Et donc, l'après-midi, le deuxième jour, vous allez apprendre ce qu'est... Vous allez savoir faire un ancrage. Alors, c'est un outil qui est hyper puissant parce que un ancrage, ce que vous allez vous faire, en fait, imaginez que vous soyez des personnes, je ne sais pas moi, hyper émotives, parce qu'on parle toujours de colère, de stress, parce que c'est ce qu'on rencontre en général, les personnes colériques ou stressées. Mais imaginez que vous soyez quelqu'un de très émotif, quelqu'un de très timide, qui soit bloqué justement par ce genre de comportement, qui voudrait pouvoir évoluer peut-être dans sa vie professionnelle, mais de par sa timidité, elle a du mal à faire le premier pas, ou il a du mal à faire le premier pas, donc ça bloque. Et par la façon dont vous allez apprendre l'ancrage, c'est un outil que vous allez avoir à vie. C'est-à-dire que vous pourrez travailler sur tous les états émotionnels négatifs de votre personnalité. Vous allez savoir comment il faut faire. Lorsque vous savez ça, par exemple, je cherche des exemples un peu plus hallucinants. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous réveiller la nuit. C'est-à-dire, vous dites, ouais, voilà, par exemple, je veux me lever à 4 heures du matin, etc. Donc, vous parlez vous-même et à votre cerveau. Faites un ancrage, je me réveille à 4 heures du matin, voilà. Tous les jours de la semaine, parce que c'est l'heure où je dois me lever pour aller travailler, par exemple, tous les jours de la semaine, à 4 heures du matin, je veux me lever. Donc, on se fait tout son protocole et tout. Et par le biais de l'ancrage, tous les jours, vous n'avez plus besoin de réveil, vous vous levez à 4 heures du matin. Ou alors vous vous dites, voilà, maintenant, dès que je suis en voiture, je ne veux plus jamais m'énerver en voiture. J'en ai marre d'être en colère et tout. Après tout, de toute façon, ça m'amène rien de bon pour moi. J'arrive au travail, c'est pas OK. Ouais. Donc, je ne veux plus vivre ça. Voilà, je ne veux plus vivre ça. Donc, chaque fois que vous allez être dans un embouteillage, alors là, c'est pareil. Il faudra que vous le conscientisez au début parce que c'est pas inné, on ne dit pas, ça vient pas de suite. Mais je peux vous garantir que dans le mois qui suit, vous n'y penserez plus et vous n'aurez plus besoin de penser à l'exercice. Ça sera un automatisme. C'est un outil très, très, très hallucinant. Ensuite, vous allez travailler sur la préparation mentale qui est liée à un objectif. Alors, une supposition. Ouais, oh là là, dans 2 mois, je dois prendre la parole en public. Donc, j'ai jamais fait ça, c'est un truc officiel. En plus, il faut que je sois au top. Mais je connais tout mon discours, je suis au top, mais j'ai une peur, Donc, on vous prépare. C'est comme les coachs sportifs, en fait. C'est-à-dire, le sportif, il est au top dans sa technique, etc. Il est très fort, mais dès qu'il y a une compétition, il est comme tout le monde. Il a la peur de l'échec, la peur de tomber, la peur de rater, etc. Donc, avec une préparation mentale,
On vous fait visualiser votre objectif, c'est-à-dire vous vous projetez, on appelle cela la dissociation. On fait beaucoup de ce travail en PNL. Vous vous voyez en train de super bien parler à votre conférence, parce que vous choisissez, de toute façon là c'est un exemple. Vous le revivez, mais vous le vivez comme si vous y étiez réellement. Et de ce fait, votre cerveau met en place tout le processus pour que quand ce moment-là arrive, vous n'ayez plus qu'à faire votre ancrage de la préparation mentale et vous êtes dans l'état que vous avez souhaité. Et ça, c'est pour les états que vous souhaitez à vie. Par exemple, le soir, si vous avez du mal à trouver le sommeil, ça peut arriver, des fois on gamberge un peu, on a un petit problème, etc. Pour X raisons, ou alors on a bu un café de trop vers 6 heures, on n'aurait pas dû. Et il faut absolument qu'on s'endorme, parce que demain, il faut se lever pour aller travailler et on a envie d'être en forme. Eh bien, vous faites un ancrage pour vous endormir. Et c'est dans les 2 minutes qui suivent, vous vous endormez. Pourquoi? Parce que l'ancrage que vous allez vous faire va vous faire ralentir votre rythme cardiaque de façon à ce que vous vous endormiez dans les 2 minutes, 2-3 minutes. L'auto-hypnose, presque. C'est de l'auto-hypnose. Oui, oui. De toute façon, la PNL et l'hypnose érectionnelle, c'est très, très, très lié. Voilà. Et que vous soyez, comment dirais-je, que vous fassiez les 3 jours ou que vous suiviez la formation jusqu'à Maître Pratt, ce que vous allez apprendre pendant les 3 jours, vous le saurez. C'est-à-dire, c'est jamais, ce n'est pas perdu. Après, quand on passe à technicien, praticien, Maître Pratt, c'est d'autres exercices qu'on apprend, vous voyez. Il y a toujours, parce que comme c'est les bases, de toute façon, les bases, vous apprenez les bases. Après, ce sont d'autres exercices. Ce que vous apprenez pendant ces 3 jours, c'est à vie. Vous le savez à vie. Et vous serez capable d'aider votre entourage aussi. Voilà, une fois que vous l'aurez maîtrisé vous-même, vous voyez, que vous serez méta-compétent, là, après, vous pouvez dire, attends, moi, je connais quelque chose, je vais te faire un ancrage, tu vas voir, qu'est-ce que tu veux. Alors, tu veux plus être en colère et tout, voilà, la façon de t'y prendre, etc. Donc, je me répète, c'est à vie. Voilà, à vie. Dès que vous voulez revivre une situation, hop, ancrage. Ok? Donc ça, c'est le 2e jour. Et le 3e jour, donc, est basé sur la communication-relation. Alors, le 3e jour, vous apprendrez ce que l'on appelle l'écoute active. Alors, qu'est-ce que c'est que l'écoute active? Alors là, vous avez tous l'air de nous avoir écouté attentivement. Alors, je vais vous donner des exemples. Parce qu'en fait, lorsque l'on écoute quelqu'un, peu importe la personne que nous écoutons, nous nous référons inconsciemment, parce que lui, il est là dans 90% des cas, à notre vécu. Alors, c'est-à-dire, depuis le début, ce que Jean-Marc vous dit ou moi-même, vous retrouvez des exemples ou des situations que vous avez vécues. Donc, tout le long, en fait, de cette conférence, vous vous êtes référé à votre vécu. Pourquoi? Parce que nous avons des filtres. Alors, nous avons plusieurs filtres. Je vais vous en citer 3, les plus simples, on va dire. Alors, le premier filtre est ce que l'on appelle le filtre de la sélection. Alors, qu'est-ce que le filtre de la sélection? C'est le filtre de nos émotions internes. Alors, imaginez que le matin, vous levez, vous êtes en pleine forme, vous avez super bien dormi et tout, puis une belle journée en plus. Vous ne savez pas pourquoi, vous vous sentez bien, vous êtes heureux, enfin, tout est cool. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez prendre votre voiture pour aller travailler, par exemple, ou un bus, enfin, peu importe. Et là, il y a un bouchon. Bon, c'est pas grave, ça va aller. Aujourd'hui, je veux bouchon. Bon, ça m'énerve un peu, mais ça ne me met pas hors de moi. Non, parce que je suis vachement bien aujourd'hui, je suis vachement en forme. Et puis, on arrive sur son travail, et là, il y a la fameuse secrétaire qui est toujours en train de faire 3 pentes de brègue. Même ça nous fait rire tellement qu'on est en forme. Alors que d'habitude, rien qu'à voir son sourire d'avril, ça a tendance à nous mettre plutôt en émotion négative. Et bien là, tellement qu'on est bien, on la regarde et en fait, ça nous fait plutôt sourire ou alors ça nous laisse même indifférents. Et puis, il y a votre patron, il va arriver, ou votre collaborateur, votre supérieur, peu importe. Et là, il dit, ouais, tu t'en compte, et ça, Oh là là, tranquille. Vous dégagez de
de la bonne, comment dirais-je, vous dégagez de la joie, de la sérénité, etc. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il y a des personnes qui vont venir en face de vous, qui vont être plutôt excitées, énervées, etc. Il y a ce qu'on appelle les neurones miroirs qui se mettent en action. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Les neurones miroirs, ce sont lorsque vous dégagez de la sérénité, zen, tranquille, etc. C'est une personne qui vient en face de vous, un interlocuteur qui vient en face de vous, votre patron, peu importe. Automatiquement, ces neurones miroirs à lui vont se mettre en phase avec les vôtres. C'est dans l'inconscient tout ça. Imaginez que votre patron soit très colérique et que vous, ce jour-là, vous soyez très zen. Qu'est-ce qui va se passer? Donc il va rentrer, il va vous péter, etc. Mais le simple fait que vous soyez cool, serein et zen, son attitude, sa colère, en fait, va s'apaiser parce qu'il va se caler sur vos neurones miroirs. Et c'est l'inverse, quand vous vous levez le matin, vous êtes très en colère, etc. Il y a un bouchon, et tutut, et pam, et enfin bref, tous les noms d'oiseaux. La secrétaire, toujours aussi con, celle-là, et le patron qui arrive, qui vous gueule dessus, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous êtes énervé vous aussi, donc on s'engueule. Relation conflictuelle. Donc, notre premier filtre, parce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est donc la sélection. Nos états internes sont la paire de lunettes avec laquelle nous allons voir le monde le jour, enfin, de notre journée, ou si on est zen toute l'année, toute l'année. Donc, si nous sommes cool, tous les gens autour de nous, on voit la vie cool. Si on est énervé, tout nous énerve. On voit des choses qui font que nous énerver encore plus. Donc ça, c'est le premier filtre. Donc, pour la communication, relation, c'est très, très important. Apprendre à être serein, apprendre à être calme, pour avoir de bonnes communications, une bonne communication et de bonnes relations. Le deuxième filtre, c'est ce que nous appelons en PNL la distorsion. Donc, qu'est-ce que la distorsion? Alors, imaginez, eh bien, j'ai une superbe maison. Alors, j'habite de l'autre côté du bar et j'ai une magnifique maison. Et j'ai une belle cuisine. J'ai une pièce, j'ai une magnifique cuisine, plan de travail, tout ça, etc. Et puis j'ai un salon, j'ai un très très beau salon aussi avec un beau tapis au milieu, etc. Une jolie table basse. C'est très joli, j'aime beaucoup quand on emménage chez nous. Qu'est-ce qui s'est passé pendant que je vous expliquais ça? Vous avez tous imaginé, présupposé, vous avez visualisé, j'imagine, une cuisine qui était peut-être la vôtre, ou alors celle que vous avez vue à la télé ou dans un magazine, enfin peu importe. Vous avez, lorsque je vous ai parlé de mon salon, vous avez visionné certainement un salon, voilà, un canapé, vous avez vu un fauteuil, le vôtre, celui du voisin, de vos amis, enfin bref. Quand je vous ai parlé que j'avais une table basse, vous avez visualisé une table basse, je ne sais pas laquelle. Ça, c'est comme ça. Donc, lorsque nous sommes en face d'une personne qui nous parle, nous sommes toujours en référence avec nous-mêmes, avec notre vécu, avec ce qu'on a ressenti, avec ce qu'on a vu, etc. Donc, la personne qui nous parle en face, peu importe de ce qu'elle nous parle, que ce soit professionnel ou personnel, on est toujours en train de penser à nous, on en revient à nous. Ce qui fait que c'est la raison pour laquelle que nous ne retenons que 2% d'une conversation. Parce que tout le long d'une conversation, on fait référence à notre vécu. Donc ça, c'est le deuxième filtre. Oui, pardon. Est-ce que c'est vrai, si on veut faire passer un message, si on parle à la première personne, la personne est plus le premier message. Enfin, on comprend plus le message que si je lui dis tu fais ça, au début. Alors, lorsqu'on s'adresse à une personne, justement, alors on ne donne, il ne faut pas donner d'ordre en fait aux personnes. On suggère, justement, dans le troisième jour, la relation de communication, on vous apprend comment. Mais parce qu'il ne faut pas dire, il ne suffit pas de dire à une personne il faut que tu fasses ça, etc. Ça, c'est des ordres, c'est très directionnel. Nous, en PNL, on ne prend pas du tout ce genre de langage. Il faut expliquer pourquoi on désire ça. Si par exemple c'est dans le cadre professionnel,
voilà, je souhaiterais, si tu le veux bien, voilà, il faut absolument qu'aujourd'hui ça soit fait. Alors on s'explique, parce que tu comprends, il y a ça, etc. Voilà. Est-ce que tu as bien compris? Alors la personne, oui. Et là, ce qu'on apprend nous, en PNL, c'est à obtenir, un oui physiologique. Alors qu'est-ce que le oui physiologique? C'est-à-dire on dit 2 fois oui. Par exemple, on prend les ados. Ouais, aujourd'hui tu vas faire ta chambre. Ouais, j'en ai ras le bol. Enfin, d'ici ce soir, je veux que ta chambre soit faite. Ouais, voilà. Ça, c'est les ados. Mais ça veut dire, on s'en fout, quoi. Ça veut dire, pas que les ados. Non, mais moi, je me réfère à mon vécu et ma fille. Ouais. Et ça peut être les adultes, bien sûr. Et en fait, on regarde la personne et on lui dit. Tu as bien compris, donc ce soir, j'aimerais vraiment, voilà, ça me ferait vraiment plaisir si tu rangeais ta chambre, voilà, ça me ferait plaisir. Et là, on se regarde en fait, et oui, c'est-à-dire il y a eu le premier oui qui était, on ne sait pas trop quoi, et là, oui, j'ai bien compris. Ok, c'est bon, alors, voilà. Donc il n'y a pas, on prend vraiment la relation gagnant-gagnant, donc il n'y a pas d'ordre à donner. Il faut rentrer dans le cadre de référence de son interlocuteur. Voilà, savoir ce qui le motive, mais il faut aussi que votre interlocuteur sache ce qui vous motive à vous. Donc, ce qu'on apprend en PNL, on apprend d'abord à écouter la personne à qui on veut confier quelque chose de très important pour nous, par exemple. Donc voilà, aujourd'hui, je souhaiterais que ça se passe comme ça, etc. Donc, est-ce que tu serais capable de me faire ça aujourd'hui? Est-ce que ça te convient? Enfin, est-ce que tu en as le temps, les moyens aussi? Parce que peut se passer beaucoup de choses. Donc, la personne, elle se sent valorisée. C'est-à-dire, je participe à quelque chose d'important. C'est la coopération active, en fait. En fait, on prend beaucoup pour l'intelligence collective en PNL. On n'est plus dans l'individualisme, c'est-à-dire que c'est moi le plus fort de la boîte, c'est moi le meilleur du groupe. C'est terminé, ça. C'est fini cette ère. On a basculé dans une ère coopérative. Donc, on s'explique. On adhère au point de vue de l'autre. Ok, je t'ai bien compris. Donc, tu me dis que tu ne pourras pas faire ça aujourd'hui parce qu'il t'arrive ça, ça et ça. Ouais, mais moi, ouais, j'ai bien compris. Mais seulement, moi, c'est très important pour moi que ça soit fait aujourd'hui. Donc, vous allez expliquer ce qui est très important pour vous et pourquoi, le comment de la chose. Et là, vous allez co-créer ensemble. C'est-à-dire, vous avez pris en considération les ressentis de la personne. Elle va prendre en considération vos ressentis et vous allez avoir un terrain d'entente commun. Voilà ce que prône la PNL. Écoutez l'autre, toujours en premier. Ok? Donc, du coup, je ne sais plus où j'en étais, j'ai perdu le... Donc, voilà, l'écoute active. Donc, je vous expliquais les filtres et le dernier filtre qui est la généralisation. Alors, la généralisation, tout à l'heure, Jean-Marc vous en a brièvement parlé. On va au resto. Allez, on va tous au resto, tout ça. Ah, c'était nul, mais alors c'est le plat, il n'était pas bon. La personne qui servait, elle n'était pas cool du tout. Et on s'est gelé toute la soirée. Oh là là, c'était pas bien. 20 ans après, voilà, 20 ans après, même 30 ans si vous voulez, vous pouvez mettre ça. Il y a un pote qui vous dit « Oh tiens, on va manger ensemble quelque part. Bah tiens, il y a ce resto, là, on va là. » Qu'est-ce que vous allez dire? « Ah ben non, je suis allée une fois. » On ne sait pas le coup. Voilà, que ce soit 10 ans, 20 ans, 30 ans après. Imaginez dans une boîte, il y a plein de collaborateurs. Il y a quelqu'un qui vient et qui vous dit, quelqu'un qui dit « Oh, attends, tu sais pas ce qu'elle m'a fait, Paul? Non, elle est trop nulle, attends. » Et hier au soir, j'ai demandé de me rendre tous les dossiers et tout, parce que c'est important, aujourd'hui, je devais les restituer. Elle n'a pas rendu les dossiers, elle est vraiment nulle, cette bonne femme. Hein. En général, qu'est-ce que fait l'interlocuteur en face? Ah ouais, putain, c'est pas cool. Hein. On est câblé pour réagir de cette façon. Nous, en PNL, on demande un petit peu à aller plus loin, à savoir. Mais c'est la première fois qu'elle te rend les dossiers en retard comme ça. Elle le fait souvent. Non, c'est la première fois qu'elle fait ça, c'est la première fois. Ah bon? Déjà, vous voyez, ça change un petit peu la façon d'aborder, de voir les choses. Et est-ce que tu lui as demandé comment ça se fait qu'elle t'avait pas remis les dossiers à temps? Ah ben non, tu as raison, je n'ai pas demandé, peut-être elle a eu un problème, etc. Donc ça change toute la relation. Vous voyez, on n'est plus dans le jugement de l'autre,
Parce qu'on se réfère à ce qu'on entend, à ce qu'on a vécu déjà, etc. Voilà, la part en vue est aussi attendre, donc obligatoirement, sinon d'où une nulle, enfin bref, etc. Pas du tout. Lorsqu'on cherche, lorsqu'on pose des questions, on sort de son cadre de référence, on agrandit son territoire, on agrandit sa carte du monde. Comprenez? C'est pour ça que c'est très important d'avoir une bonne communication et relation, pour ne pas être dans le jugement en permanence, pour pouvoir vraiment savoir qu'est-ce qui motive les personnes de notre entourage, professionnel ou personnel. Donc tout ça, vous apprenez le 3e jour. Donc il y a l'écoute active, là. Donc ces 3 jours, en fait, vous allez apprendre aussi dans la relation de communication, vous allez apprendre donc le biais de la synchronisation aussi, c'est-à-dire comment se positionner en face des personnes, mais ça vous le savez déjà, on le sait tous en général, et des fois le fait d'en reparler, on conscientise le mieux, si j'ose dire. C'est-à-dire si vous avez un rendez-vous avec quelqu'un de très important, un directeur ou peu importe, dans des grands bureaux, des grandes sociétés, on ne va pas y aller habillé en jean, parce que il faut être en synchronisation avec la personne. Ensuite, la façon dont elle est assise, ça rejoint un petit peu la synergologie, la façon dont elle se tient assise, si elle est assise bien droite, vous n'allez pas vous avachir sur la chaise, ça ne se fait pas. Vous voyez, il y a tout un truc de synchronisation que nous vous apprenons, pardon. Alors si nous faisons ça, c'est pour que vous créez en fait une relation de confiance, une relation gagnant-gagnant. On vous apprend à rentrer dans la carte du monde de votre interlocuteur, afin d'être en phase avec la personne. Sortir de nos vieux schémas, de dire « Oh ben moi, je suis habillée comme ça toute l'année, je ne vais pas me changer pour lui. » Ou alors moi, je me tiens comme ça sur la chaise, c'est pas parce que c'est monsieur le directeur, enfin, etc. Ouais. Sortir de nos vieux réflexes, en fait. Voilà, avoir une autre vision, une autre perception du monde. Donc tout ça, pendant ces 3 jours, vous allez en fait agrandir, vous allez rentrer dans une autre dynamique. Vous allez agrandir votre perception et votre vision du monde. Vous allez agrandir votre champ des possibles. Donc durant ces 3 jours, si vous le souhaitez, plus de stress, plus de colère, le calme, la zénitude. Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Comment je vais m'y prendre dans ma vie pour bien réussir? Comment je vais planifier mon objectif afin que je ne planifie pas mon échec? Et je veux entretenir de bonnes relations avec mon entourage, qui soit professionnel, environnemental ou familial. Voilà, vous allez apprendre comment vous comportez, vous allez avoir la méthodologie et la pratique durant ces 3 jours. J'ai terminé, monsieur. Merci. Si vous avez des questions, Jean-Marc et moi, on a le plaisir de répondre. Merci.